toutes et à tous pour ce live et ce Wutao live. On est très, très heureux, ravis de rencontrer Philippe Guillemont. Je dirais une rencontre parce qu'on ne se connaissait pas avant ce moment. On vient de passer une petite demi-heure ensemble. Et Philippe, merci pour ta disponibilité. Je sais que tu es très sollicité. On sait que tu es très sollicité en ce moment. Et merci de te rendre disponible parce que ta parole est précieuse et rare. Ta posture est précieuse et rare en tant que scientifique. Donc, je rappelle que tu es ingénieur physicien. Je regarde quand même un peu mes notes. Ingénieur physicien, diplômé de l'École centrale de Paris, spécialiste du chaos et de l'intelligence artificielle, et que tu as écrit de nombreux ouvrages comme La route du temps, Le pic de l'esprit, La physique de la conscience, et dernièrement, tout récemment, Le grand virage de l'humanité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a ce point commun que tes ouvrages sur le Wutao et Philippe Guimont sont publiés chez le même éditeur, c'est-à-dire chez Très Daniel. Alors, toi plutôt Guy et nous plutôt Claudia. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont là ce soir, on est bienvenue. C'est la reprise un peu. On n'a pas refait beaucoup de live. On a commencé la semaine dernière avec Isabelle et on a vraiment un super programme pour les semaines qui viennent avec Laurent Hugli qui sera là mardi prochain et puis ensuite Philippe Bobola que tu as de rencontrer, qui est peut-être un ami aussi, Philippe, je ne sais pas, qui viendra. Que de Philippe pour ce mois d'octobre. Voilà. Donc, la première chose, Philippe, déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Paul. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Et puis, je commence par cette entrée, Philippe, qui est donc en coulisses. Tu m'as partagé quelque chose donc, lié aussi à ce grand thème qui est le grand virage de l'humanité. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui nous touche beaucoup, qui nous interroge beaucoup, nous interpelle, qui nous brasse aussi, en tout cas à titre personnel, c'est brassant ce qui est en train de se passer. Et le sentiment aussi, avec le Wutao et tout ce qu'ont œuvré Immanuel et Paul aussi depuis 25 ans, déjà un petit groupe de personnes quand même qui grandit de plus en plus dans l'idée de construire un nouveau monde, un avenir désirable, comme dirait Louis Fouché. Et tu nous expliquais qu'il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour infléchir l'avenir et que tu me sembles très confiant. Tu nous as expliqué un petit peu pourquoi, mais je veux bien entendre ton retour là-dessus. Et après, Immanuel et Paul vont pouvoir continuer. Ok. Oui, on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il suffit d'être souverain dans ses décisions, d'accord, et de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, on a un soi-disant, enfin, un virus, un vrai virus, mais bon, une soi-disant pandémie et toute la politique, la dictature sanitaire absolument sidérante qui va avec, et qui utilise la propagande de la peur pour gérer cette crise. Et donc, les personnes qui sont sensibles à ce narratif, comme on dit, sont des personnes qui sont mues par la peur, le besoin de sécurité, et elles ne vont pas remettre en question, ou très peu, la politique sanitaire, et la peur va les orienter, va les empêcher comment dire, de rendre leur futur dépendant de leur volonté. Puisque, bon, comme je l'enseigne très souvent, le futur que l'on se construit dépend de nos intentions les plus souveraines, les plus authentiques. Hein. Donc, puisqu'il s'agit pour créer un nouveau futur, de capter le sens de sa vie, en gros. Hein. Donc là, il y a tout un pan de la population qui est majoritaire et qui ne va plus être créatif à cause de la peur et de la propagande répandue dans les médias. Et à contrario, l'autre catégorie de la population qui est minoritaire et qui a compris que cette crise était instrumentalisée pour nous emmener vers une société de contrôle totalitaire, va aller puiser justement va devoir aller puiser dans son fort intérieur
remettre en question sa vie, puisqu'on est tous plus ou moins dépendants du système et on est tous amenés à remettre en question ce qu'on fait dans le système, nos emplois, nos jobs, ce qu'on ne fait pas habituellement, cette remise en question. Et pour faire une bonne remise en question, on puise à l'intérieur de notre âme, si on peut dire, pour aller finalement. Et donc, on va solliciter un nouveau futur, et donc on va avoir une action beaucoup plus créative sur le futur. Donc, d'autant plus qu'on ne sera pas animé par la peur, mais par souvent d'ailleurs, comme ce qui me concerne personnellement, par la joie de pouvoir profiter de la situation pour se découvrir de nouvelles façons d'exister, de nouvelles motivations, pour découvrir une fabuleuse mise en lien potentielle, pour découvrir de nouvelles façons d'exister, de se réaliser, de créer, d'échanger, etc. Donc, vous imaginez bien le contraste. Hein. Vous avez d'un côté la très grande partie de la population dont la créativité va être complètement anéantie et qui va faire le jeu de l'ancien système, enfin plutôt de l'ancien futur. Et de l'autre côté, la partie la plus créative de la population qui va réellement construire ce que j'appelle le futur lumineux, et ceci de manière, moi, que je trouve absolument passionnante. Donc, voilà, il n'y a pas photo. Le fait d'être moins que de faire partie du camp minoritaire, ça veut simplement dire qu'on mettra plus longtemps que ce serait le cas si on était majoritaire pour construire ce nouveau futur. Mais inévitablement, on va y arriver parce que forcément, c'est porté par le renouveau, la joie. Moi, je suis extrêmement optimiste. Et puis, de toute façon, là, je donne encore une nouvelle version, une nouvelle raison de l'être. Mais dans mon livre, j'en expliquais une autre. Et il y a plein d'autres. Dans le grand virage, je donne d'autres raisons d'être optimiste. Là, celle que je viens de donner, c'est nouveau. Mais moi, ce qui me fait, ce que j'écoute et ce qui me fait rebondir aussi, c'est quand même le mot intention et la force et la douce puissance de l'intention que je mets quand même en relation avec le Wu Tao et l'art du geste. Parce que c'est vrai que dans les discours, même aujourd'hui du Nouveau Monde, parfois, pour moi qui suis amoureuse du geste et du sensoriel, les choses restent parfois très intellectuelles et rentrent pas forcément ne rentrent, c'est comme si voilà, ça restait pas, ça rentrait pas dans la chair. Et je me demandais, je me disais, mais alors si je comprends bien la force de l'intention, la puissance de l'intention et d'une intention créatrice a plus de force dans le champ d'information qui est envoyé dans le futur et donc va l'infléchir. Et alors moi, le Wu Tao qui se définit comme un art révolutionnaire est complètement ça. Je me tourne du coup vers Immanou et Paul avec cette force et ce potentiel de créer dans sa chair quelque chose de nouveau en fait. D'abord, je voudrais aussi rendre honneur à Philippe en tant que scientifique, car tout à l'heure, en coulisses, Delphine nous a présenté et donc a fait des petits historiques des uns et des autres. Et tu as oublié, Delphine, notre petite expérience d'un magazine qui s'appelait Énergie Science et qui a fait 3 numéros, je crois, si je me souviens bien, et qui n'a pas pu perdurer. Donc, l'idée de la ligne rédactionnelle de ce magazine, c'était la rencontre entre deux connaissances, la connaissance scientifique et la connaissance empirique via les pratiques ancestrales taoïstes d'arts martiaux ou autres, etc., chamaniques et tout ça. Et donc, on voulait parler et remettre en lien le fait qu'il y ait des connaissances. Et à l'époque, on a eu des débats avec le comité scientifique absolument passionnants, mais au moment d'écrire, au moment de prendre position, de prendre posture, ils se défilaient les uns et les autres, ne pouvant pas, de par leur position professionnelle, prendre le risque de dire et d'affirmer des choses. Donc déjà, voilà, merci Philippe d'oser et d'oser ces affirmations. Et sinon, je voudrais revenir aussi sur
pour moi, il y a une notion que j'ai attrapée de toi, Philippe, c'est alors dans mon histoire et avec Imanu, on a eu plusieurs influences. On a eu une grande influence de Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience. Je ne sais pas si tu connais, et aussi Dialogue avec l'ange, ça je sais que tu connais, qui nous ont vraiment fortement inspirés pour aussi oser créer du nouveau et pas s'appuyer sur l'ancien, mais en tout cas s'appuyer sur l'ancien pour sortir de la mare, pour reprendre une expression de Sri Aurobindo, et aller vers le nouveau. Et donc, il y avait des petites phrases comme ça qui sont la mémoire du devenir dans Sri Aurobindo, qu'on a trouvé très intéressant comme un petit koan zen qui nous a beaucoup nourris. Il y avait aussi plus de Mira Alfassa, qui était la compagne de Sri Aurobindo, la mort a peur de mourir. Donc, pour nous aussi, c'est ce qui se passe aussi là dans cette crise de mutation. Et puis aujourd'hui, je citerai maintenant aussi Philippe Guillemant avec une notion importante qui est l'influence du futur. Pour moi, c'est aussi fort et c'est une nouvelle notion. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais compris et je savais dans ma pratique que je pouvais infléchir le futur par mon intention plus que par ma volonté. C'est-à-dire si j'utilisais ma volonté et donc souvent des concepts mentaux, ça ne marchait pas. Par contre, si je rentrais dans une intention, dans quelque chose de plus global, de plus corporel, de plus sensoriel, effectivement, des choses se passaient et il y avait une action que je pouvais un peu ressentir, vivre, découvrir, etc. Mais je n'avais pas du tout cette notion qui est nouvelle et qui vient vraiment de tes travaux, j'aime pas le mot travaux, de tes perceptions et de ce que tu as établi, de tes recherches, qui est l'influence du futur. Et là, ça a fait vraiment... mais ça, voilà, c'est pas seulement moi qui infléchis le futur, c'est le futur qui influence ce qui se passe là et en réaction, un monde là convulse de panique et de peur parce qu'ils sentent bien, parce qu'ils savent déjà que quelque chose est déjà à l'œuvre. Et là, ça me permet de remettre la boucle parce que Sri Aurobindo l'avait annoncé. C'est-à-dire qu'il avait déjà dit en 1956, qui est l'année de ma naissance, que le changement était déjà là. Voilà. Et que ça allait manifestement arriver. Donc, pour moi, c'est cette notion-là et qui nous a fait, avec Imanu, effectivement, oser, par rapport à notre tradition, par rapport à nos histoires. Imanu vient plus de l'arsenic, mais on se considère tous les deux comme artistes. Mais oser créer quelque chose, alors que moi, dans ma pratique, la tradition est aussi un couvercle. C'est-à-dire qu'en dehors de la tradition, tu n'as pas le droit à l'expression. Donc, oser créer un art contemporain qui parle et qui met en baseline éveiller l'âme du corps, pour un ancien champion du monde d'arts martiaux que j'ai été en 1983, c'est sûr qu'on m'a regardé un peu bizarrement dans mon milieu de départ. Mais bon, voilà, ce milieu, c'était la mare. Il fallait aussi sortir de la mare et aller dans cette aventure où de nouvelles lois apparaissent. Voilà, je m'arrête là pour laisser Imanu aussi peut-être dire des choses. Et puis, moi, je vais dire juste oui, ce que vient de vraiment noter et souligner Paul, ça c'est vraiment important, d'autant plus que on a toujours cherché à mettre dans le Wu Tao, c'est quoi bouger d'une manière nouvelle? Ça serait quoi cette inspiration du futur? Ou en tout cas, moi je disais, si je vais vers le Tao vient vers moi. Mais il faut que je puisse comprendre ça. Il faut que je rentre à un moment donné dans cette équation-là et que je me sente aussi aspirée ou regardée par le futur. Enfin, moi je le vivais comme ça. Hein. Je partage mon expérience là-dessus. Et du coup, c'est là-dessus où ça m'a fait tilter aussi et je me suis dit que comment éprouver le nouveau dans sa chair. Voilà. Dans le Wu Tao, on va dire que c'est en permanence ça, c'est-à-dire je perçois ce qui est ancien chez moi dans ma façon de bouger et je cherche en permanence l'espace où je vais bouger d'une manière libre et que je ne connais pas. Voilà, je peux refaire les mouvements qui paraissent apparemment les mêmes, mais dans la profondeur et dans le champ, je cherche toujours quelque chose d'inné.
je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment Il exprimer. y avait l'idée ça bouge et non pas je bouge Voilà. quand on fait des mouvements de Wutao. Je cherche Et dans l'idée de ça moment-là. bouge, il y a l'idée aussi de la conscience qu'on a perçue nous en tant qu'artistes. Hein, nous ne sommes pas des scientifiques, mais qui est que un sentiment d'éternité, c'est pour ça qu'on a mis la baseline éveiller l'âme du corps, fait que l'intellect se transforme en intelligence, voire même en conscience. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, je rentre dans ce sentiment d'éternité pour déployer un mouvement, comme une fleur se déploie, eh ben, je rentre dans cette perception qui est identique et la même de tout mon environnement. Je rentre en communion avec les arbres, je rentre en communion avec la vie animale, parce qu'il y a un sentiment d'éternité qui bouge en moi et que je laisse s'épanouir. Et à ce moment-là, je rentre dans une intelligence qui glisse même vers de la conscience. Et là, il y a de la révélation. Les idées, la créativité devient révélation. Ce n'est pas quelque chose où moi, Paul, l'artiste super ou le chorégraphe super, non, c'est vraiment quelque chose qui apparaît, etc. Et c'est des perceptions que j'ai trouvées, en tout cas dans les conférences que j'ai écoutées de toi, Philippe. Vraiment, voilà, donc c'est un pur bonheur d'un seul coup d'entendre, ben oui, c'est ça. Voilà. Oui, vas-y, Philippe. Tu me fais peut-être dire un petit peu plus que ce que je dis. Hein. Alors, que dis-tu, Philippe? Voilà. Moi, j'ai une vision cybernétique de l'espace-temps. Hein. C'est de la déformation professionnelle du physicien, informaticien, ingénieur. Donc, j'ai toujours essayé de comprendre la réalité au travers de cette vision, on va dire, plus large que ce que nous propose la physique habituellement, parce que je suis très intuitif et que j'ai appris à faire confiance en mon intuition dès l'enfance et à l'expérimenter, etc. Et du coup, j'ai forgé une vision de la réalité qui a emprunté à tous les champs de connaissances. Et j'ai réussi petit à petit à en trouver la cohérence, à vérifier que ça fonctionne. Et c'est ça il est logique que ça plaise, puisque ce que je présente comme tableau, c'est cohérent et c'est rationnel. Et donc, je peux le résumer. Je vais essayer de le résumer encore une fois. Donc, cette vision cybernétique, ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes embarqués dans une réalité où nous sommes juste les créateurs de notre passé et non pas de notre futur. On n'a pas de prise sur notre futur. D'accord ? C'est dans les dialogues avec l'ange, hein, d'ailleurs. Hein. Dans les dialogues avec l'ange, j'ai eu la confirmation de choses que j'avais vues ailleurs, mais aussi que j'avais déduites de la physique. Et il y a une autre partie de nous-mêmes qu'on nomme diversement le subconscient, le soi, le guide, l'ange, tout ce qu'on veut, Dieu, etc. Donc, qui nous est inconsciente, et il y a une raison à cela, et qui est créateur de notre futur. C'est notre inconscient qui crée notre futur, pas l'inconscient physique. L'inconscient physique, il reçoit des informations, mais je parle bien du subconscient, hein, de notre supraconscience qui nous est inconsciente, bien que certains puissent peut-être y accéder momentanément dans certains états de conscience modifiés. Et donc, c'est-à-dire on peut projeter une énergie. Enfin bon, non, là je dérive. Et donc ce soi qui fait partie intégrante de nous-mêmes et qui est éternel, hein, qui a probablement plusieurs vies, qui gère probablement plusieurs vies, crée notre futur de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse saisir toutes les opportunités de futur qu'il crée pour nous. S'il y en a une qui ne marche pas, eh ben, il va en créer une autre. Si elle ne marche pas, il va en créer une autre. S'il trouve que décidément, bon, ben, il va diminuer la barre et il va nous créer un futur un peu moins ambitieux, etc. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on le saisisse et qu'on capte la vibration de ce futur, parce que la communication entre le soi et le moi, il y a des raisons physiques à cela, ne peut être que d'ordre vibratoire, c'est-à-dire émotionnel. D'accord ?
Comme le soi, il est dans une réalité beaucoup plus évoluée que la nôtre, ses vibrations sont beaucoup plus élevées. Et nous, on est dans une réalité pleine de contraintes et donc nos vibrations sont beaucoup plus basses. Et la difficulté, ça va être d'arriver nous-mêmes à nous dégager du conditionnement qui engendre des vibrations basses pour être capable de recevoir, de capter les vibrations les plus basses de notre soi, donc qui sont beaucoup plus élevées que les nôtres, réussir à les capter, ce qui va nous permettre, ce qui va nous ressentir de la joie, on va ressentir de la joie, et ça va être une validation de l'information ainsi téléchargée, en quelque sorte. D'accord ? Moi, je télécharge de l'information à chaque fois que pas à chaque fois, je vais pas. Ce matin, ça m'est arrivé, j'ai fait 3 heures de marche. À chaque fois que je vais en forêt, dans la montagne, etc. Et donc, quand vous avez capté ainsi une nouvelle vibration, eh bien, et que vous la transformez en intention, c'est-à-dire vous la faites vôtre, donc vous forgez une nouvelle intention, vous confirmez une intention qui était déjà existante, mais ça y est, maintenant, la joie que vous avez ressentie à vous imaginer le faire va vraiment, et c'est ça qui crée, c'est ça qui valide, donc c'est ça qui fait rentrer le futur imaginé par votre soi dans votre réalité, c'est-à-dire dans votre arbre de vie, c'est-à-dire dans le champ des possibles. Ce qui était dans le champ de l'impossible est passé dans le champ des possibles. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire entrer dans la réalité via les hasards, les synchronicités, les opportunités, etc. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Et si j'ai conçu ça, c'est parce que la physique et la biologie, les sciences en général, n'ont jamais expliqué l'évolution. Elles n'ont jamais expliqué comment est-ce que l'évolution faisait pour arriver à des systèmes vivants aussi complexes que ce qu'on peut observer, qui ressemblent quasiment à de la technologie. Je suis désolé, mais ce n'est pas le hasard qui peut créer ça. Ce n'est pas les mutations aléatoires et la sélection naturelle qui peuvent... Moi, j'ai rejeté ça très tôt. Et donc, j'ai passé ma vie à réfléchir à donc, quel est le bon mécanisme puisqu'on s'est trompé. Eh ben, les scientifiques, bêtement, ils restent dans ce qu'ils ont appris à l'école parce que la science est tellement cloisonnée que le physicien, il considère que ce n'est pas sa partie, que le biologiste, il considère que ce n'est pas vraiment sa partie non plus, etc. Finalement, la science, elle est tellement professionnalisée qu'il n'y a personne qui fait le boulot, quoi. Donc, bon, moi, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris que pour diminuer l'entropie dans une évolution, il n'y avait pas 36 solutions. Et je propose cette solution qui se trouve être merveilleusement compatible avec toutes les traditions ancestrales, tout ce qu'on nous a toujours appris de toute éternité et des informations qui nous sont venues à nous par différents écrits, de manière plus ou moins par aussi certaines religions. Et voilà, et c'est ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui à travers la physique de l'espace-temps qui nous offre la possibilité, à condition de tout ramener à la conscience. Parce que si on ne ramène pas tout à la conscience, on ne comprendra pas le rapport entre ce qui se passe au-delà des trous noirs, par exemple, et ce qui se passe à l'intérieur de notre conscience et le potentiel de notre conscience. Quand on ramène tout à la conscience, on comprend que ce qu'on observe au niveau du Big Bang et des trous noirs, c'est quelque chose qui nous instruit de la mécanique fondamentale qui est à l'œuvre dans tous les cycles du vivant. Et là, simplement, on observe le plus grand de tous les cycles. D'accord ? Et on n'observe que des manifestations physiques. Mais il faut bien comprendre que ces manifestations physiques-là sont le reflet d'un mécanisme qui fait intervenir la conscience, le cycle de toute conscience à l'œuvre dans l'univers. Donc, à notre niveau, il s'agit... Et donc, je termine. Et donc, à notre niveau, il ne s'agit évidemment pas de trous noirs et de trous blancs, mais de micro-trous noirs et de micro-trous blancs qui se trouvent avoir été compris par la physique comme étant en lien avec ce qu'on appelle la notion d'intrication, qui se trouve être en lien avec la possibilité de changer nos lignes temporelles. Donc, voilà, la boucle est bouclée et les choses sont claires. Merci, il y a des moments dans la boucle, je me suis un peu perdue. Mais... non, ça suit. Mais parce que tu as parlé de... Je fais un résumé, tu vas quand même pas tout comprendre d'un seul coup. J'essaye toujours. Mais tu parles de conscience, je trouve que parfois, il y a, selon les personnes, le mot conscience, il est vraiment très vécu, ressenti très différemment par les personnes. De quoi parles-tu quand tu parles de conscience ?
Il n'y a pas besoin de définir la conscience. La conscience, c'est l'expérience du réel. Elle est là. Bon, si on cherche à la définir, on va la déformer. On va la dénaturer. Et notre expérience du réel, c'est la conscience. Mais donc, c'est une expérience individuelle ou ça peut être une expérience collective? Ouais. C'est une expérience individuelle. Et s'il y a effectivement une conscience collective, c'est aussi une expérience collective. Mais nous ne sommes que des cellules, peut-être, d'un plus grand organisme. Et donc, c'est ça l'expérience collective à ce moment-là. C'est l'expérience de ce plus grand organisme. Mais nous, on n'a pas tout à fait accès à ça. Nous, on a accès à notre expérience individuelle. Et on peut intellectualiser l'idée d'une expérience collective, mais on n'y a pas accès. Mais là, je vais me retourner après vers Immanuel et Paul par rapport à ça, mais dans l'expérience, par exemple, de pratique ou d'art qui crée des expansions de conscience, est-ce que tu ne penses pas que dans les expansions de conscience, on touche des territoires et des perceptions des perceptions, parce que pour moi, ça reste des perceptions ou des consciences qui sera, enfin, pour moi en tout cas, de ce que je comprends. Alors après, c'est pareil, hein, donc quand même notre cerveau interprète, donc il est très subjectif, mais on reparlera de ça. Mais cette perception de cette supraconscience, cette supraconscience dont parlait Aurobindo, me semble accessible, moi. Très naïvement, non, pas naïvement, mais oui, mais c'est la avec nôtre. beaucoup d'humilité. C'est notre supraconscience, c'est notre supraconscience individuelle. Et on a l'impression que c'est le grand tout parce qu'elle est elle-même connectée de façon non duale avec toutes les autres supraconsciences. Mais bon, moi, je n'ai pas la... Sinon, il faudrait dire, ah ben tout de suite, ma supraconscience, c'est Dieu. Donc, on se prend pour Dieu de suite. Là, attends, faut peut-être pas exagérer quand même. Si Dieu, c'est la plus grande de toutes les consciences, il y a peut-être des étages entre nous et elle. Hein. Donc non, et puis l'individuel n'est pas incompatible avec comment dire, le collectif. Il n'y a pas d'antinomie là-dedans. Il n'y a pas de le collectif. On a coutume de dire que lorsqu'on rassemble, le tout est plus que la somme des parties. On n'a pas accès à ce supplément d'essence de la conscience. On a déjà du mal à avoir accès à notre notre soi. On ne va pas prétendre aller aussi haut, quoi. Je sais pas. Manu, une réflexion par rapport à ça? Moi, je dirais, je vais expérimenter dans le mouvement ce champ. J'aime expérimenter le fait de baigner dans quelque chose de plus grand que moi. Alors, ça ne se fait pas de manière comme ça, instantanée, ou parce que je le cherche, ou que ceci, cela. C'est justement parce que quelque chose de ma personnalité va se poser et je vais sentir qu'elle se pose pour laisser... C'est comme si j'augmentais une sorte de... je dirais pas c'est des champs modifiés de conscience, c'est des champs élargis. Je veux dire, je vais élargir, je vais rendre pour eux quelque chose qui a l'habitude d'être séparé. Je vais tenter cette expérience de vivre et de baigner dans ce champ-là, voilà, qui est bien plus grand que moi, que je ne vais pas forcément capter, comprendre ou faire quelque chose, mais ce que je vais ressentir et là où je vais m'appuyer, où je vais retrouver quelque chose, c'est que ça me remplit de joie. Ça me remplit et c'est pas une joie où je me marre, ou c'est vraiment quelque chose de très fin, très subtil, qui n'a rien à voir avec quand je suis dans mon état voilà, de conscience arrêtée, j'ai envie de dire limitée, où j'ai conscience que ma conscience est juste ma conscience et que voilà, et que je peux la partager, j'ai conscience de certaines choses. Donc voilà, je pense qu'il y a même dans ça, dans le champ de conscience, ou dans ce phénomène de bain, eh ben, il y a des parois, des limitations qui, à un moment donné, vont se fondre et vont se rendre poreux. Voilà, moi, dans mon expérience, perméable. Voilà, une perméabilité. Et oui, elle n'est pas au quotidien, elle n'est pas quelque chose qui est comme ci, comme ça, mais qui est vraiment un nectar pour moi de recherche. En tout cas, c'est comme ça que je cherche et je chemine en tant que nouveau et dans le mouvement, c'est d'aller vraiment vers quelque chose que je ne reconnais pas dans mon quotidien. Et ce n'est pas quelque chose
de farfelu ou quelque chose comme ça, parce que j'ai le sentiment d'être reliée encore plus profondément au tout, et en tout cas tout ce qui m'entoure. Voilà, j'ai envie de dire simplement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est intime en même temps. Ce n'est pas quelque chose que je galvaude ou je... Il y a une chose sur laquelle on insiste beaucoup, nous, dans notre pratique, en tout cas, et dans notre transmission aussi, c'est l'idée de la transe. C'est-à-dire que la transe poétique, la transe du geste, la transe, et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'art de la transanalyse, avec ce paradoxe de ces deux mots qui, généralement, ne vont pas très bien ensemble. Donc, l'analyse, la psychanalyse, très intellectuelle, etc. Et la transe, complètement de l'autre côté, avec du lâcher-prise, des fois un petit peu trop extrême et trop exotique. Ce qui souvent, moi, m'énerve aujourd'hui, même encore, c'est dans l'idée de la transe et du chamanisme, il n'y a pas l'idée d'une transe contemporaine. C'est-à-dire, quel serait le chaman d'aujourd'hui? Il est peut-être physicien, il est peut-être danseur ou pratiquant d'arts martiaux ou mathématicien, etc. Et pas forcément avec un costume exotique qui date de je ne sais quand pour imager la transe. Et donc, dans cette idée de transe, il y a quelque chose qui doit disparaître. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre une transe, y compris de recherche scientifique, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a aussi, même dans la vérité, par exemple, quand on approche une sensation de vérité, il y a du sensoriel. C'est-à-dire que la vérité, moi j'aime à dire souvent même qu'elle est érotique. C'est-à-dire que j'ai un frémissement de plaisir et là je sais que je suis dans quelque chose de vrai. Alors, je pense que peut-être que pour les scientifiques et peut-être pour toi, Philippe, il y a un peu cette même sensation. Il y a la sensation de quelque chose de sensoriel et pas seulement d'intellectuel quand on perçoit d'un seul coup la vérité. Et donc ça, c'est aussi pour moi la transe, c'est-à-dire comme la transe amoureuse, on a les mêmes frémissements, on a les mêmes choses qui se produisent. Et donc dans la recherche de la transe, il y a quelque chose qui doit disparaître. Alors, les orientaux, puisqu'on a été obligé de faire une greffe un peu dans certaines cultures pour retrouver du sacré et de la quête spirituelle, ils ont parlé d'ego. Et donc, nous, dans l'art de la transanalyse, on parle plutôt de construction caractérielle. C'est-à-dire que le frein à ça, c'est ma construction caractérielle et donc souvent ma volonté. Et donc, dès que je rentre dans l'intention ou je rentre dans le fait que ma construction caractérielle, c'est-à-dire ma roue des personnages dans lequel je me suis adapté, personnage qui, je rappelle, vient du latin persona qui veut dire masque, et donc mes masques d'adaptation au monde prennent l'identité et quelque part me mangent, me dévorent, me possèdent au point où je ne laisse plus autre chose être perçue. Et donc, quand je dépose, quand ces roues des personnages se dépouillent un peu et tombent en lambeaux, il y a dans ces moments de transe, parce que c'est des moments qui se reproduisent, et ben, il y a d'un seul coup des perceptions de quelque chose que je vais appeler sacré, mais qui est le mystère de l'évolution, le mystère de la mémoire du devenir, le mystère de la mort qui a peur de mourir, ou le mystère de l'influence du futur en moi, dans moi et dans mon fonctionnement à la fois physiologique, biologique, psychologique, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on a aimé, c'est une amie qui est la marraine d'ailleurs du Wu Tao, qui est Anne Guéquière, qui avait trouvé cette idée que le Wu Tao était évolutionnaire. Et ça tombait juste dans cette idée-là qu'il y avait donc quelque chose auquel on répondait quelque part dans la façon de se mouvoir. Et c'est pour ça que souvent, des fois, quand on enseigne, on dit aux personnes, ça bouge, ne bougez pas, ça bouge, et ensuite on surfe dessus. Ensuite, on dessine des calligraphies de gestes qu'on dit être biosentiment et pas seulement biomécanique. Mais pour ça, il faut sortir complètement d'une influence terrible de la culture aujourd'hui et du formatage intellectuel, biomécanique et même sur une conception du corps, qui est un corps mécanique. Souvent, par exemple, on rentre avec une contradiction avec beaucoup de danseurs et de danseuses qui, elles et eux, sont très dans une exploitation de leur corps pour leur art. Mais ils sont dans la même exploitation que l'ère industrielle, que la production industrielle. C'est le même rapport. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent du mal, d'ailleurs, à lâcher ça pour découvrir dans le Wu Tao une autre façon, en tout cas, de se mouvoir.
Oui, alors voilà, ok. C'est parce qu'on est dans le règne du mental, et c'est d'ailleurs Sri Aurobindo qui le dénonçait. C'est quoi le règne du mental? C'est le règne du mental exclusif qui a complètement réduit tout ce qui est d'ordre vibratoire, émotionnel à rien du tout. C'est-à-dire, la pensée occidentale conçoit uniquement le rationnel, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'espace, on classifie, on trie, on décompose, on analyse, etc. Et considère comme irrationnel tout ce qui est de l'ordre du sentiment, des sensations, de l'intuition, etc., du vibratoire, du ressenti, etc. Tout ce qui est vibratoire est complètement oublié par ce paradigme-là et donc du coup par la science également. Et aujourd'hui, c'est la redécouverte du potentiel considérable de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence vibratoire. Le mot vibratoire, maintenant qu'on sait à quoi le relier, on va pouvoir l'utiliser. Il s'agit de vibration de l'espace, parce que l'espace, c'est la conscience. Il n'y a pas d'autre espace que l'espace de la conscience. C'est la conscience qui crée l'espace. En physique, on l'apprend, la nature du réel est holographique. Ça veut dire quoi, holographique? Ça veut dire que l'espace est construit à partir d'une information qui est différente de l'objet construit. L'objet construit, c'est la conscience qui le perçoit. Et donc, dans la conscience, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect mental qu'il ne faut pas négliger. Et quand on le rend exclusif, la société dégénère. On est en décadence, là, on est en période d'effondrement même. On a tellement été décadent là, depuis des décennies, depuis des siècles même, qu'aujourd'hui, on est en phase d'effondrement du règne du mental et on va redécouvrir la véritable source de l'intelligence, la vraie intelligence, qui n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on pourrait l'appeler telle qu'elle est déployée aujourd'hui, la bêtise artificielle, hein, il faut bien le dire. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. On n'utilise même pas de cerveau informatique ou électronique hein, aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, donc sauf de manière très ponctuelle. Et donc, voilà, on est trompé sur tout, on inverse le sens des mots, on croit que l'intelligence, elle peut provenir d'une machine, alors que ce qu'on a à redécouvrir, au contraire, c'est l'immense pouvoir, la plus grande intelligence qui nous vient de nos sens, de tout ce qui passe par nos sens et qui passe par les trois niveaux de la conscience. Hein, on y accède, on a trois niveaux. On a le niveau corporel, sensitif, on a le cœur, hein, donc le corporel, les sens, le ventre, les sensations, le ventre, le cœur, les sentiments, et puis la tête, l'intuition au niveau vibratoire, parce que le cerveau droit a un fonctionnement synthétique et donc vibratoire. Qui dit synthétique dit forcément vibratoire, parce que synthétique, il y a trop d'informations. Trop d'informations, vous ne pouvez pas évaluer ça de manière rationnelle, analytique, classifiante. Vous devez obligatoirement faire appel à une synthèse qui implique un ressenti à partir d'une expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est analogique, c'est-à-dire ce que vous vivez, vous ressentez que c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà. Et donc, c'est soit l'expérience, soit directement l'intuition, une information vibratoire qui nous vient du soi pour ce qui concerne le nouveau. Hein. Et donc, on doit apprendre tout ça. Et dans mon livre, j'ai fait un petit schéma là, qui apparaît plusieurs fois dans le livre et je le fais réapparaître à la fin du livre, page 317. Là, je l'ai décliné en 7 versions. Donc, c'est une courbe en cloche hein, qui n'a rien à voir avec une courbe de Gauss. Et où je fais apparaître, bon, ça va peut-être apparaître à l'envers. Ah, hein. c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est Ça bon. apparaît à l'endroit. Ouais, ouais. Bon, et ben voilà, où je fais apparaître à gauche l'intelligence du mental avec ses excès et à droite l'intelligence émotionnelle avec ses excès. Et évidemment, il s'agit de trouver le bon équilibre entre les deux. Et quand on trouve le bon équilibre, on s'aperçoit que la science doit intégrer les notions d'intuition, voire même de transcendance. Parce que la science, en fait, quand elle intègre la rigueur, elle devrait intégrer sur le même plan la transcendance. C'est logique, parce que la transcendance, c'est l'acceptation de prendre en compte des informations qui viennent d'on ne sait pas où, de nulle part. Et, et l'acceptation et l'intuition, c'est sur le même plan que l'analyse, c'est-à-dire que
en France, dans les publications scientifiques, on devrait introduire l'intuition au même titre qu'on fait un usage exacerbé de l'analyse, qui fait que les publications, finalement, elles deviennent complètement, elles ne sont même pas lues, etc. Et voilà, et la logique sur le même plan que la subtilité. Bon, la science intègre déjà, heureusement, la subtilité. Mais vous voyez, c'est tout ça, enfin, sauf pas les scientistes. Hein. Et donc, vous voyez, moi, ce que je pense, c'est que en redécouvrant que la véritable intelligence humaine, elle intègre la composante vibratoire, on va pouvoir améliorer la science et faire entrer dans la science des façons de penser, de raisonner, de conclure qui sont beaucoup plus humaines qu'actuellement. Et actuellement, comme on n'a pas ça, et ben on dérive vers aujourd'hui vers le covidisme. Hein. Qu'est-ce que c'est que le covidisme? C'est une dérive du scientisme vers l'extrême. Vers l'extrême de épouvantable. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, moi, je suis ravie d'entendre ça parce que c'est quelque chose que j'avais profondément envie d'entendre, je pense, depuis que je suis enfant, c'était qu'on arrive là à ce constat-là et de l'entendre de ta bouche, je trouve que c'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que je suis pleine d'espoir de ce changement et qu'aujourd'hui, ce qui se produit n'est pas mal, mais est nécessaire et que ça arrive à son terme et que, bon, on vit des turbulences et que parfois, c'est pas facile. Et puis, on reprend, on remonte les manches et voilà. Bon. Mais je suis profondément ravie d'entendre ça, ne serait-ce même que le fait qu'on se retrouve au jour d'aujourd'hui à partager. La vie fait qu'on se rencontre et que je n'avais pas imaginé ça possible de pouvoir entendre et échanger. Moi, je trouve ça, et je t'en remercie vraiment de pouvoir arriver là. Et ça montre le changement pour moi. Ça dit que c'est arrivé. Mais on est dans une période extraordinaire pour ça. On assiste au pétage de plomb caractérisé de tous les pouvoirs de la planète, y compris de tous nos intellectuels qui sont puissants. Au moment où on a besoin de l'intelligence dans ce bas monde pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire devant ce qui nous arrive, eh ben, on a zéro. Les institutions se sont complètement décrédibilisées. L'université, je demande à quoi ça sert. Franchement, il n'y a plus que… quand on rentre à l'université, maintenant, on est alarmé, quoi. Hein. Que font les professeurs d'université? Ils font que répéter le cirque qu'un psychopathe a décidé de nous imposer. Non, mais c'est quoi cette histoire? Il perroquette. C'est du perroquettage, comme un ami nous disait que je… Voilà. Il faut se féliciter. Il faut se féliciter qu'on en soit arrivé là parce qu'il fallait qu'à un moment donné, ça craque. Il fallait qu'à un moment donné, cette fausseté parce que ces gens-là qui sont à la solde finalement des pouvoirs, finalement, ils démontrent quoi? Ils démontrent qu'ils n'ont rien de nouveau à proposer devant quelque chose de nouveau. C'est quoi? Alors, vous croyez qu'ils étaient intelligents? Ben non. Alors bon, qu'est-ce qui explique le fait qu'ils ne fassent rien? Eh bien, ils ont sombré dans le règne du mental. Ils ne sont pas capables d'utiliser la moindre créativité pour proposer quelque chose de nouveau face à une situation exceptionnelle. Donc, moi, je suis désolé, mais bon, c'est une très bonne nouvelle parce qu'au moins, on sait à quoi s'en tenir face à tous ces pouvoirs et à toutes ces structures pyramidales qui valorisent des personnes qui finalement n'ont pas, pour lesquelles il n'est pas justifié qu'ils se retrouvent à une telle position de pouvoir. Absolument. Et c'est le cas, y compris de tous nos sénateurs, notre assemblée. On se demande à quoi elle sert. Dès qu'on vote un truc, ils vont revoter la nuit pour imposer. Enfin bon, j'arrête. Non, mais on est bien d'accord. Non, mais c'est important d'entendre ça. Que j'aurais une question un peu scientifique, moi, à poser. Mais je vois que Delphes voulait peut-être intervenir. Alors, disons que j'essaie aussi parce que moi, ce que j'entends donc, c'est que l'éveil sensoriel, d'une certaine manière, le contact de la sensorialité, le réveil de la sensorialité fait vraiment partie intégrante de ce nouveau monde. C'est par l'éveil de nos sens, de notre sensorialité, du vibrant, comme tu l'appelles, qui est peut-être encore plus large que la notion même du sens, c'est d'être perméable au champ, pour répondre et poreux à ce que disait Immanou, que ce nouveau monde, en fait, parce que
On parle de nouveau monde, c'est-à-dire qu'on veut, donc c'est déjà ne pas céder, ne pas être dans la peur. Si je comprends bien, l'autre facteur, c'est être dans la créativité, que la créativité est un potentiel et que cette créativité va passer par un éveil et un réveil sensoriel. Donc, c'est la révolution sensorielle qu'on est en train de vivre. Oui, Complètement. oui, c'est la révolution La sensible. révolution du sensible. Sensible, voilà, de tout ce qui est, de tout ce qui est vibratoire, parce qu'il faut bien le dire, ce sont des vibrations de l'espace. Hein, Oui. et il y a ces trois niveaux, dont je le rappelle, le niveau du sensitif, hein, comme vous le dites, le niveau du cœur, du sentiment, du vrai émotionnel, hein, et le au niveau de l'intuition. Moi, je sais qu'une intuition, c'est vibratoire, parce que quand j'ai la sensation d'avoir trouvé la solution à un problème, au départ, je n'ai que la sensation. Ouais. Et il faut que ça mûrisse, il faut que j'accouche pour arriver à transformer cette sensation en ah, ça y est, j'ai compris, et je vais même pouvoir l'écrire. Ouais. Donc, ça prouve que l'information nous arrive de manière vibratoire. Et pour un mathématicien, ce n'est pas étonnant, parce que celui qui connaît la transformée de Fourier sait très bien qu'on peut transformer du mental, de la visualisation, de l'image en un signal, et inversement. Et inversement. Il n'y a pas à s'étonner du fait que nous puissions convertir en information finalement qui devient mentale quelque chose qui, mais après une maturation, quelque chose qui à l'origine est d'ordre vibratoire. Et c'est très très important de comprendre que pour aller convoquer le meilleur de nous-mêmes, c'est à travers d'une relation vibratoire avec notre être. Et cette relation vibratoire, et d'ailleurs j'ai parlé de notre ami, mon ami Florian Gomet, qui a fait des prouesses considérables en allant marcher pieds nus, sans argent, sans rien, à travers l'Europe. J'en ai fait un chapitre de mon livre. Lui, il récupère l'information intuitive. Ça m'a étonné parce que je me suis souvenu du coup que ça m'était déjà arrivé, mais je ne l'avais pas tellement pris au sérieux. Il récupère l'intuition sur ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va oser prendre tel risque ou pas, par exemple? Il récupère ça directement dans les tripes, quoi. Il récupère ça sensitivement, il le ressent, il le sent, ça lui fait quelque chose. Là, hein. Donc, voilà, l'intuition se sert des trois niveaux. L'intuition, l'information de notre soi, notre plus grande intelligence se sert des trois niveaux de la conscience pour recevoir pour nous donner de l'information. Alors évidemment, le cœur va être plus adapté pour certains types d'informations, le ventre, les tripes pour un autre type d'information, la tête pour encore un autre type d'information, mais ça passe par les trois cerveaux. Il y en a qui appellent ça. Oui. Il y a des neurones d'ailleurs dans ces trois cerveaux. Mais voilà, donc ça c'est très important de comprendre qu'il va falloir emmener la science sur ces terrains qui habituellement sont délaissés parce que c'est considéré comme trop subjectif. Mais oui, mais bon, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a pléthore de publications qui ne sont jamais lues, qui ne servent à rien, une orgie de publications, parce qu'on est trop dans l'analytique et finalement il y a une perte de sens dans l'excès de l'analytique. Dans l'excès du sens, il y a trop de sens, justement, peut-être, mais il faut arriver à trouver le bon équilibre. Donc, il faut retrouver la capacité de la science qu'avaient d'ailleurs les anciens philosophes, qui étaient d'ailleurs avant, il n'y avait pas de différence entre un scientifique et un philosophe, entre un physicien et un philosophe. Il n'y avait pas de différence. Parce que justement, qu'est-ce qu'un philosophe se donne le droit de réfléchir avec ses sens, son intuition, son ressenti. Le philosophe utilise la totalité de son intelligence. À la limite, le philosophe, il a sombré dans l'excès inverse, c'est-à-dire que du coup, il se considère comme incompétent, et rares sont les philosophes qui vont quand même essayer de se servir des informations issues de la physique pour améliorer leur vision, comme par exemple Jean-Marc Ferry. Et inversement, rares sont les physiciens qui partent de la physique pour aller vers la philosophie, comme par exemple Étienne Klein, mais ces gens-là sont rares. Ces personnes-là sont rares. Le peu qui existe, ce sont des gens qui vous inspirent. Étienne Klein, moi, m'a beaucoup inspiré.
au début. Jean-Marc Ferry aussi, il est inspirant certainement pour les philosophes. Donc, vous voyez, dès que vous commencez à sortir de votre champ officiel de connaissances, c'est à ce moment-là que vous devenez créatif. Et tant que vous restez dans une discipline, une spécialité, vous êtes sûr de ne pas être créatif. Et pour pouvoir être créatif, il faut faire appel à des informations sensorielles. Voilà. Bon, alors donc, le Wu Tao, en gros, est parfait. Mais, donc, Paul, tu voulais, parce on arrive presque à la fin. Oui. Mais je vais quand même pas c'est important que tu poses ta question. Oui, j'aimerais juste une précision là pour ma compréhension personnelle, mais c'est aussi un clin d'œil à un ami, Philippe, qui se reconnaîtra. Si c'est vibratoire, est-ce que c'est quantique ou est-ce que c'est de la physique plus conventionnelle, plus classique? Alors, non, tout ce qui est vibratoire n'est pas forcément quantique, mais ce qui est vibratoire est souvent quantique. Au niveau infiniment petit, il y a beaucoup de vibrations quantiques, évidemment. Mais je pense qu'au niveau Qui macroscopique… dit vibration dit onde ou Oui, pas forcément? Dit onde. Oui, les vibrations sont des ondes. Oui, qui dit vibration des ondes. A priori, c'est pas quantique si c'est ondulatoire. C'est pas la même science. Mais c'est ma question de naïf là. Non, mais le quantique, il pénètre tout. Simplement, il n'est pas forcément présent à toutes les échelles. Cela dit, on sous-estime le fait que le quantique puisse être présent au niveau macroscopique. Je pense que le quantique, de toute façon, il est présent au niveau macroscopique dans le futur, hein, déjà. Après, plus le futur se rapproche, ça c'est autre chose. Le quantique, c'est juste la superposition d'états vibratoires. Le vibratoire quantique, c'est la superposition d'états vibratoires. Il y a des superpositions partout. On commence à en créer de plus en plus en physique. Il ne se passe pas un jour, enfin peut-être une semaine, sans qu'une nouvelle découverte soit faite sur une nouvelle façon de produire du quantique à l'échelle quasiment macroscopique. Dernièrement, ce matin, j'ai lu quelque chose là-dessus. On s'est créé de la lumière quantique, par exemple, pour la faire interférer avec un électron. Du coup, l'électron devient lui-même quantique et il finit par avoir un comportement quantique. Enfin, voilà, des choses comme ça. Le quantique, alors ce que je regrette, c'est qu'on nous le sert à toutes les sauces. Voilà. Tout est quantique. C'est pour ça que je voulais préciser. Moi, je vais faire de la cuisine quantique. Mais pourquoi pas? Je vais faire des pulls quantiques, moi. Et bon, le quantique… Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une perméabilité, en fin de compte, du quantique dans tout domaine, suivant comment on regarde et suivant comment… C'était la question. Le quantique, si on veut le généraliser, disons que voilà, c'est le champ des possibles. C'est la superposition de plusieurs possibilités. C'est la superposition de plusieurs futurs. C'est, au sens macroscopique du terme, c'est le multivers. Hein. Donc, il n'y a pas tellement de… il n'y a pas de séparation entre vraiment, d'ailleurs c'est démontré depuis… il n'y a pas de véritable séparation entre le quantique et le classique. Le classique pourrait être un petit peu plus quantique qu'il n'en a l'air, et inversement, le quantique pourrait être un petit peu plus… voilà. Donc, il faut juste comprendre que lorsqu'on fait une observation, c'est le mental, c'est la conscience qui a tendance à figer cette observation en une seule version. C'est la propriété de la conscience, propriété incomprise, mais ça, va-t-on le comprendre un jour à la limite. La propriété de la conscience est de transformer une réalité multiple en réalité unique, une superposition de réalité en réalité unique, en manifestation bien déterminée. Donc, le passage du quantique au macroscopique, alors, fait au moins indirectement intervenir la conscience. Pas forcément directement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, il y a le phénomène de décohérence qui fait que le passage du multiple à l'unique est parfaitement compréhensible mathématiquement, sauf qu'il y a quand même un choix qui est opéré dans ce passage et qui n'est pas compris et qui fait intervenir encore une fois la conscience. Donc, dans tous les… Voilà, donc on ne peut pas séparer la conscience du quantique, et ce n'est pas étonnant, puisque lorsqu'on essaye de comprendre
la conscience, on en arrive au quantique et inversement. Hein. La conscience, c'est l'information quantique, d'ailleurs, c'est, à mon avis, l'information de la conscience, à ne pas confondre avec la conscience elle-même. Parce que la conscience a cette propriété de transformer le temps en espace dans son épaisseur de temps du présent apparaissent des possibles. C'est comme si la conscience cartographiait les possibles. Donc c'est une transformation du temps en espace où apparaissent les choix. Voilà. Et une machine ne sait pas faire ça. Une machine ne sait pas faire ça. Une machine va répertorier les possibles et après elle va faire un choix mais qui va être mécanique. Elle ne va pas faire un choix conscientiel. Le choix conscientiel, il transforme véritablement un potentiel en réalité. Voilà. Quand je t'écoute, ce qui est étonnant, Philippe, c'est que moi, je pense que vraiment, je n'ai pas un cerveau du tout, enfin, en tout cas, une analytique. Et je ne pourrais jamais dire, je ne pourrais jamais savoir si là, ce que tu es en train de dire, je suis totalement en capacité de le comprendre. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai la sensation je le ressens plus que je ne le comprends. Je suis tout à fait incapable de poser des mots sur ce que je ressens ou ce que je perçois. Mais par contre, c'est comme si quand tu parles, quelque chose d'autre que ma capacité analytique ressent et perçoit. Alors après, voilà, est-ce que je le fantasme? Est-ce que c'est une spéculation de ma sensorialité ou de mes sens? Mais c'est quand même assez intéressant qu'à partir du moment où il me semble que tu manifestes et que tu exprimes des choses qui sont justement dans un champ de conscience particulier et un champ d'état, eh ben, je peux le percevoir alors qu'il y a des discours scientifiques que je ne vais absolument même... Enfin, là, pour le coup, je suis totalement et intégralement décrochée parce que comme je n'ai pas cet espace analytique, je ne comprends pas ce qui est dit, mais en plus, c'est totalement hermétique à ma perception. Alors que quand tu parles, ce qui m'arrive avec rarement des personnes, j'ai l'impression que l'information que tu véhicules passe à travers autre chose de moi. Voilà, je fais juste un partage et une expérience qui fait que je ne serais pas en capacité de redire ce que tu as dit verbalement, mais je serais presque capable, je dirais, j'aurais presque plus de facilité à le manifester. Oui, Imanou, ça te parle, non? Je partage, je dirais pas plus, hein, je partage aussi parce qu'il y a le sentiment que ce que tu partageais, tu le vivais aussi, il y avait quelque chose de manifesté. Et donc, du coup, moi, pareil, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas redire. Ou quoi c'est des résonances. Et là, et c'était le mot transversalité. Et c'est nourrissant. Et c'est très bon. Voilà. Et c'est ça le nouveau monde, en fait. C'est que là, on a des petites cases sur... nous, on se voit sur Zoom, hein, pour les personnes qui sont sur Facebook, vous nous voyez sur Zoom. Et j'ai l'impression que d'un seul coup, il y a quelque chose de l'ordre justement de cette porosité et qui fait que le tissu de l'humanité avec ses intelligences et ses consciences est en train là de fusionner pour ce nouveau monde. Le futur est déjà là, donc. Merci. C'est bon. Donc, merci pour ce moment. Est-ce que l'un de vous a envie de dire, mais alors, voilà, juste un petit mot de fin ou pas, ou je clôture? Moi, je pense que je laisserai la fin à Philippe. Hein. Ouais. En tout cas, je suis ravie. À bientôt pour un café en présentiel ou un apéro. Oui. Je vais conclure en donnant ma conclusion habituelle là depuis le grand virage, puisque j'ai osé depuis l'année dernière parler justement de cette notion de vibratoire. J'ai été un peu pressé parce que j'hésitais quand même. Hein. Je me disais, je vais loin, oulala, parce que moi, je fais toujours attention à ce que je dis puisse être compris par effectivement mon public, mais aussi que les scientifiques puissent vérifier que je ne fais pas des conneries. D'accord ? Ça, je comprends. Il faut qu'on puisse, mais si je dis une connerie, alors ça va être facile de me... Hein, laminer. Donc il faut que je fasse un peu attention. Et là, j'ai pris le risque de dire, voilà, on crée son futur avec son cœur, en précisant ce que c'est que le cœur, donc les vibrations, donc d'introduire le vibratoire. Et si je l'ai fait, c'est parce que
j'ai été d'une part pressé par la crise et d'autre part parce que j'ai fait, depuis l'année dernière, je réfléchis à une nouvelle publication que je ne pense pas faire finalement, mais voilà, elle est un peu trop ambitieuse de toute façon. Puis j'en ai déjà une dans la nature que j'attends. C'est une expérience de pensée qui consiste à faire vibrer l'espace d'un billard. Quand je dis vibrer l'espace d'un billard, c'est vibrer à l'échelle quantique, hein, vibrer à l'échelle infinitésimale, 10 puissance moins 35 mètres. Hein, donc des vibrations absolument indétectables. Mais je peux les simuler mathématiquement. Et je me suis rendu compte, mais dans mes calculs, dans ma tête, je ne sais pas comment je pourrais les faire avec l'informatique parce qu'il y a puissance de calcul insuffisante, mais j'ai calculé dans ma tête que lorsqu'on fait vibrer l'espace d'un billard, on résout le problème qui consiste à transformer le champ des possibles en réalité quasi unique. Bon, bah pour simplifier, on va dire unique, hein, bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, je réfléchis sans aller chercher une information qui n'existe pas, qui serait puisée dans l'infiniment petit, qui n'existe pas. Hein. Donc ça, c'est le gros problème de la théorie du chaos, c'est que les chaoticiens, ils ne savent pas comment résoudre ce problème-là de l'information qu'on est obligé d'aller puiser dans l'infiniment petit. On appelle ça la précision des conditions initiales pour pouvoir prévenir l'avenir d'un système. Du coup, on n'arrive pas à prévenir. Et pourtant, si le futur existe déjà, il faut bien qu'il ait réussi à se calculer d'une manière ou d'une autre. Sauf que ce n'est pas un calcul, c'est vibratoire. Ce que j'ai trouvé, c'est que en faisant vibrer l'espace d'un billard, on n'a pas besoin de rajouter de la précision, donc de l'information qui n'existe pas sur les conditions initiales. Il suffit de faire vibrer l'espace et là, vous déterminez le futur. Et si vous changez la vibration, et ben vous changez le futur en bloc. Et c'est ce qui m'a fait dire, ah mais bon sang, mais c'est bien sûr, on crée son futur avec son cœur, parce qu'on crée son futur avec sa vibration. Et comme les vibrations de l'espace, c'est les vibrations de la conscience, et ben voilà. Bon, alors j'avoue que c'est un raccourci. Il va falloir que je creuse ça peut-être dans un nouveau livre, parce que même une publication, je ne pourrais pas parler de ça. Si je fais une publication là-dessus, je ne pourrais pas parler de la conscience, sinon elle sera refusée. Pour ça que je vais peut-être la faire dans un livre d'ailleurs. Et voilà, donc si vous voulez, j'ai été pressé. Je me suis dit, bon, ben là, va falloir pas maturer trop longtemps, il va falloir y aller, quoi. Donc j'ai pris un risque et finalement, bon, ça a l'air d'être bien perçu. Voilà. Super. On va l'attendre avec impatience. Merci Philippe, merci d'être venu, merci d'avoir été là, merci d'être venu du futur. Et Nous venons du futur. Et voilà, je suis ravie. Je pense que tous tes livres, tes ouvrages, les références aussi, ton site internet, normalement, ont été mis en ligne. Voilà, il y a Marie Aliette, donc Céline, qui sont là et qui postent des infos sur Facebook en même temps. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, à nous demander des références si nécessaire. La semaine prochaine, ou mardi prochain, on sera donc avec Laurent Hugli. Qui a un parcours à la fois de chaman, entre guillemets, et de méditant bouddhiste, et qui a écrit le très beau livre Mère. Voilà, Laurent sera là le mardi prochain. Vraiment, on a de la chance. On est choyés. J'ai des Québécois qui étaient là. Il y a aussi, j'ai vu voilà, Philippe Mazzini qui souhaitait signaler aussi Jean-Pierre Luminet, qui l'a beaucoup inspiré en tant que scientifique et qui a aussi des postures courageuses et souveraines en ce moment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vive la souveraineté, vive la subjectivité éclairée, vive la joie, vive le vivant, vive la vibration. Donc, on va tous vibrer à fond ce soir et faire vibrer notre cœur. Et moi, je me sens extrêmement nourrie et pleine d'espoir. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Manu, Paul, gros bisous. Puis bisous. Voilà. À très vite à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. À très vite. À très vite. Au revoir. Je vous souhaite une très, très douce soirée. Une douceur.